la lisibilité. Qu'est-ce que c'est que les incorporels? Pour les stoïciens, c'est ce que l'étranger ne peut pas comprendre. C'est quoi? C'est un truc dont c'est plus une initiation pour nous, puisqu'on peut enseigner les mathématiques grâce à Cantor et grâce à moi, comme je propose de le faire, jusqu'y compris la théorie des nœuds. Hein. Mais on n'est plus dans une période d'initiation, mais on a toujours besoin des incorporels. Pourquoi? Je vais vous dire ça gentiment. Pour faire la passe, par exemple, dans une école de psychanalyse. Puisque le modèle de la passe, c'est le mot d'esprit. Pour écouter, pour apprécier, pour rire d'un mot d'esprit, il faut participer des incorporels qui sont... C'est pas le groupe, c'est pas la famille, c'est pas le clan, c'est discursif. Les incorporels, ils circulent en acte, dans le discours, en exercice. Voyez. Et si vous êtes de la famille, si vous êtes du quartier, si vous êtes du pays, si vous êtes de la langue, vous avez accès à des incorporels que les étrangers ne comprennent pas. Donc il y a le signifiant et le signifié. Moi, je suis tout à fait d'accord. Lacan parle beaucoup du signifiant. Il dit que l'incorporel, comme le lecton, c'est ce qui rend lisible le signifié. Ça, c'est aussi dans Radiophonie. Bon. Et c'est là qu'il dit que la psychanalyse, l'inconscient, c'est pas la psychanalyse, c'est l'inconscient et la condition de la linguistique. Vous voyez? C'est la condition de ces structures narcissico-différentielles qui sont une croix et une bannière, la croix et la bannière pour les savants occidentés qui ne veulent pas entendre parler d'érotisme. Ils restent religieux, il y a toujours ce rejet de quelque chose qui s'appelle le désir sexuel, la différence sexuelle, et cette différence, elle est initialement narcissique. Bon, et le narcissisme n'est pas un vilain défaut. Les névroses narcissiques, comme dit Freud de la névrose de Schreber, c'est justement quand le sujet n'arrive pas à pratiquer cette dynamique, cette pulsation qui s'appelle narcissisme. N'est-ce pas? Coordonner une image vue de l'extérieur de soi avec son propre corps en tant qu'on est intrinsèque au corps. Donc voilà le thème des nœuds en général, et des nœuds logiques en particulier, mais des nœuds topologiques aussi. Et donc c'est ces structures qui ne relèvent pas d'un savoir, mais d'un savoir-faire. Le savoir-faire, là, quand on parle que pour la langue, il dit la langue, ce qui nous surprend, c'est le savoir-faire de la langue. Et là, je propose même, il écrit en un seul mot, de lire là ce que Dante appelle le vulgaire. Hein. J'en ai déjà parlé de ça. Le vulgaire, c'est pas le latin, il dit il y a deux langues. Il y a la langue vulgaire, que tout le monde apprend petit, et puis ensuite, vous avez une autre langue pour ceux qui savent lire et écrire, et qui s'appelle la grammaire. Hein. Et Dante, il écrit cet ouvrage, il écrit les 2 chapitres qu'il a laissés de cet ouvrage sur l'éloquence en langue vulgaire. Hein, même Ezra Pound, qui est un mussolinien fasciste, il est quand même un grand connaisseur de la poésie provençale, et il s'est rendu compte que ce livre de Dante, c'est un des plus beaux traités de poétique qu'on ait écrit. Il y a 2 chapitres seulement. Il y en a un sur les différentes langues régionales de l'Italie, et puis l'autre, ensuite, c'est une tentative de classification, n'est-ce pas, des figures de la langue, qui existent en vulgaire. Hein, c'est pas la peine de croire qu'il y a des langues spécialisées qui sont meilleures que d'autres. Le latin n'est pas une langue meilleure qu'une autre. Et les mathématiques, c'est pas un métalangage, c'est un système d'écriture qui permet de corriger l'objet. Alors, où est-ce que Lacan nous dit ça? Que les mathématiques, c'est écrit, la théorie des ensembles et l'écriture mathématique permettent de corriger l'objet, pas le sujet. Dans la psychanalyse, on ne corrige pas le sujet, il est incorrigible. Et pour une bonne raison, c'est que c'est le sujet de la parole. Et que celui qui parle, il n'est jamais à l'abri d'un lapsus, de dire des bêtises. Donc, on ne va pas corriger l'objet, le sujet, il est incorrigible. Par contre, le sujet, il est invité à corriger son objet et à construire cet objet qui lui permet de s'orienter dans le symbolique, comme avec une boussole. Cet objet, c'est ce qui s'appelle l'objet A, c'est une lettre. Donc l'écriture, c'est pour corriger l'objet, la parole, c'est pour déconner, parce que de toute façon, on ne peut pas maîtriser la parole. Et moi, je tiens que les nœuds logiques, ils sont plus proches de l'écriture, donc c'est un chemin propédeutique pour étudier les nœuds topologiques qui, eux, sont plus proches de la parole. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que dans les nœuds topologiques, ça ressemble à une écriture,
on se gourre tout le temps. Donc, ça, c'est une hypothèse que je fais. Lacan a cherché un endroit, il doit bien y avoir un lieu où parole et écriture se rencontrent, puisque ce sont deux inerties différentes, me dit-il. Hein? L'inertie de l'écriture, ça se corrige, l'inertie de la parole, c'est incorrigible. Et le fait, c'est qu'une fois qu'on a dit quelque chose, on ne peut pas le corriger. On peut émettre une objection, mais ce qui a été dit, le problème, c'est la fonction de l'énonciation. Hein. La fonction de l'énonciation, ça ne se corrige pas. Si je l'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, je peux démentir, je peux faire tout ce que je veux, mais ça ne change rien au fait que ça a été dit. Et vous voyez que la fonction de l'énonciation, qui, à mon avis, est découverte par l'enfant au moment du trauma, quand les parents, justement, n'en tiennent pas compte, hein, eh bien, c'est la fonction phallique. Mais ce n'est pas la fonction imaginaire du phallus des animaux, là, dans la sexualité animale, c'est la fonction imaginaire du phallus symbolique, hein, qui va redevenir génitale au moment du narcissisme dans l'image du corps, dans l'image narcissique. Cette fonction d'autorité, de puissance, cette fonction phallique de la parole, va redevenir génitale, hein, avec la question des éléments en pointe dans la géométrie, les éléments en pointe nécessaires à créer une différence avec l'image dans le miroir, l'image symétrique, et puis les organes érectibles chez le mâle. Donc, vous voyez, les enfants, ils ne sont pas complètement crétins quand ils font des théories phalliques, mais dans toute la période qui est pré-génitale, avant l'Oedipe, hein, le phallus, c'était la puissance érotique, mais c'était la puissance de la parole, de celui qui parle. Et ça continue encore aujourd'hui dans une parfaite méconnaissance. Regardez, tous les pays et les nations modernes qui ont des gouvernements demandent à leur chef, hein, de quoi faire, de faire des discours pour assurer la cohésion de la population. Qu'est-ce qu'on fait encore aujourd'hui? C'est vrai, vous avez, les Américains, ils font ça avec un pupitre et un aigle là, pour vous menacer devant, et puis des drapeaux autour. On met encore des plis là, du Comte de la Mer. Autrefois, on faisait ça dans les lambris nationaux. C'était encore plus flagrant qu'on essayait d'ériger le phallus maternel pour faire marcher les peuples. Maintenant, on a encore les drapeaux, mais les anglo-saxons, les protestants, ils ont appris qu'il fallait mieux utiliser un pupitre, c'était plus soft, c'était moins tarabiscoté. Mais n'empêche que, regardez, en France, partout, les chefs d'État font des discours. Alors, c'est même comique en Argentine, parce que Madame Kirchner, la présidente, elle parle presque 3 ou 4 fois par semaine à la radio. Elle fait des discours qui durent 3 heures. Et c'est incroyable parce qu'elle est une politique, contrairement à tous les gens de l'Amérique du Sud qui sont pour le droit, le droit des faits au lieu du droit, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce qu'on appelle l'état de droit et l'état de fait. Ils sont tous prêts à imposer l'état de fait, c'est ça, tous les coups d'État. Et elle est, depuis son mari et elle, l'Argentine a retrouvé un certain état de droit, qui est toujours menacé. Et elle parle beaucoup, et vous voyez que c'est quelque chose que les politiques font, parce que c'est quelque chose qui continue. Donc Kojève ne parle pas dans son traité sur l'autorité, parce que Kojève, il parle de l'autorité du chef, du maître, du père, du juge, mais il ne parle pas de la fonction phallique, de l'énonciation, de la dimension de la parole, qui est le trait de l'autorité. Le maître, c'est celui qui va au combat, le chef, c'est celui qui a un projet. Nous, on est dirigé par des chefs. Et le père, il donne, paraît-il, la vie, d'après Kojève, et puis le juge, lui, il juge. Et il semblerait que le psychanalyste, il est assez proche du juge, mais justement, il ne juge pas. Il n'y a pas de tribunal dans la psychanalyse, à ma connaissance. Bien que certains aimeraient bien en instaurer, parce que trouvent que c'est la gabegie. Mais si c'est la gabegie, c'est parce qu'ils ont renoncé eux-mêmes à s'occuper de Freud et de la psychanalyse, hein, et de ce que Lacan nous a appris avec ça. Donc je vous montre maintenant comment sont les nœuds logiques d'une manière intrinsèque, pour que vous ayez une idée du fait que ça s'appelle vraiment nœud. C'est plongé dans un espace, et voilà comment ça se présente. Si vous avez deux valeurs autres que 0 et 1, vous avez toujours 1 ici, et puis 0, ça va être toujours les hachures. Hein. Donc ça marche, les diagrammes de Lervel, de la même manière dans la logique modifiée que dans la logique
classique réduit à 0,1. Donc ça veut dire que la logique modifiée, c'est une algèbre de Boole comme la logique classique. Hein. Vous voyez? C'est juste une extension des dimensions de la logique classique. Et là-dedans, on va trouver des duplicates, des nœuds, c'est-à-dire des logiques classiques tordues. Hein. Tribe. Alors là, j'ai eu ici et V là. Ici aussi. Voilà. Ça se complique un peu. Et vous voyez que si j'introduis ici un terme qui soit prédicat ou concept ou proposition, si j'introduis un terme de la coordination P, et ici aussi, voilà la différence qu'il y a entre P et non P ici. Ici, vous avez P. Hein. Ça va être, c'est pas exactement P, c'est UV de P. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fonction UV? Je vous ai pris son expression, vous allez voir, c'est très simple. Phi UV de P, c'est égal à V que multiplie P plus U que multiplie P plus 1 en algèbre de Boole. Mais P plus 1, c'est l'expression de non-P. Alors pourquoi P plus 1, c'est l'expression de non-P? Ben, vous voyez bien que en algèbre de Boole, la somme, hein, voilà, je vais faire ici le petit tableau de la somme. Hein, ça, c'est des choses qu'il va falloir étudier si vous ne connaissez pas, mais si vous avez les deux valeurs 0 et 1, ici, 0 plus 0, c'est 0, 0 plus 1, c'est 1, 1 plus 0, c'est 1, et 0 plus 0, c'est 0. Alors pourquoi 1 plus 1 égale 0? Alors je vais vous donner tout de suite un truc pour que ça vous devienne plausible pour vous et que vous ayez une manière raisonnée de réfléchir à ça, à partir d'une raison. Hein, c'est que 0 et 1, je vous ai dit, c'est la congruence modulo 2. Donc c'est les nombres pairs et les nombres impairs. 0, c'est tous les nombres pairs, et 1, c'est tous les nombres impairs. Donc si vous prenez deux nombres impairs, 1 plus 1 égale 0, vous voyez bien que la somme de deux nombres impairs, ça sera toujours un nombre pair, parce que un nombre impair, c'est un nombre pair plus ou moins 1. N'est-ce pas? Donc on va l'appeler un nombre impair, on va l'appeler 2k plus 1. Et un nombre pair, on va l'appeler seulement 2k, c'est un multiple de 2. Hein, k multiplie 2. Bon. Les nombres impairs, c'est 2k plus 1. C'est n'importe quel nombre k qui multiplie 2, mais plus 1. Ou moins 1 si vous préférez. Vous écrivez ce que vous voulez, mais le problème, c'est qu'il faut que ça marche bien. Bon. Donc vous pouvez éprouver que la somme de deux nombres pairs, c'est pair, puisque 2k plus 2k', ça va faire 2 facteurs de k plus k'. Non, c'est pair. Donc ça explique bien pourquoi 0 plus 0 égale 0. 0 plus 1, c'est un nombre impair plus un nombre impair. Si vous avez 2k plus 2k' plus 1, vous allez avoir 2k plus k', vous allez avoir le double d'une somme de k plus k'. Bon, ok, mais vous avez plus 1, donc c'est bien impair. Ce qui fait que vous trouvez 1 ici. La même chose pour là. Et 0, pourquoi 1 plus 1 égale 0? Parce que si vous avez 2k plus 1 et plus 2k' plus 1, vous faites la somme, ça va faire 2k plus k' plus 2. Les 2, vous pouvez aussi le mettre en facteur, vous allez avoir 2 facteurs de k plus k' plus 1. Mais ce sera multiplié par 2, donc c'est pair. Alors ça, je vous l'écris, vous voulez que vous préférez que je l'écrive? Que 2k plus 1 plus 2k' plus 1, c'est égal à 2k plus k' plus 2. Mais que ça, c'est égal à 2 fois k plus k' plus 1. Comme ça, c'est donc multiplié par 2, c'est bien un nombre pair. Alors faites l'expérience avec des nombres entiers. Hein. Ça, c'est de l'algèbre, ce que je suis en train de faire. Je vous invite à découvrir l'algèbre, à faire un peu d'algèbre avec vous. Mais enfin, c'est juste pour vous montrer que ce qu'on va faire avec les nœuds topologiques, ça vous paraît déjà compliqué ce qu'on fait là avec les nœuds logiques. Alors si ça vous paraît compliqué, les nœuds topologiques, c'est pire. Puisqu'il n'y a pas de version algébrique des nœuds topologiques. Donc il faut apprendre à l'écriture des nœuds eux-mêmes. Ce qui est non standard. Parce que là, c'est quand même relativement standard. Donc c'est déjà compliqué dans une arithmétique et une algèbre standard. Mais
de caractéristique 2. Ça veut dire que tout ce qui est multiplié par 2 vaut 0. Hein, 2x égale 0. C'est la formule générale de 1 plus 1 égale 0. Ça, c'est 2 fois 1 qui est égal à 0. Et donc 2x égale 0. Le nombre qui multiplie n'importe quoi pour faire 0, on appelle ça la caractéristique en algèbre. Hein, c'est un peu le 2 là. Donc l'algèbre de Boole, elle n'est pas binaire, elle est de caractéristique 2. Hein, vous voyez, toute l'algèbre de Boole que je vais faire avec autant d'éléments UV que je veux, en les ajoutant, la logique modifiée, je peux ajouter plein d'éléments, mais c'est toujours une caractéristique 2. Ça veut dire que dès que vous avez 2, ah oui, je vous signale que ça, c'est une conséquence de l'axiome de Boole qui dit comme ça, x2 égale x. Ça, c'est Boole. Ça, c'est l'axiome de Boole. Alors, vous avez le crétin, là, du travail de Boole en face, là. Vous avez vu, je n'ai pas souligné que je me trouve dans la halle aux farines et qu'en face, c'est le Grand Moulin. C'est un lieu parfait pour la psychanalyse actuelle, vous voyez. Je ne sais pas qui va... Peut-être qu'il y a des gens qui vont croire que je suis devenu fou, parce que c'est un joke extraordinaire. On m'a proposé ça. J'ai dit, on ne peut pas faire un cours ailleurs, non? Bon. Alors, donc l'autre crétin de Meunier, il parle dans ses mineurs la logique du fantasme de l'algèbre de Boole avec x2 égale x, il fait du Sartre et il développe la question que l'être de l'être, c'est l'être, enfin des trucs comme ça. Bon. Rien à voir, le problème c'est qu'il n'a pas pensé à démontrer. Ce qui est intéressant, c'est de démontrer que donc x2 égale x, on passe à 2x égale 0 très facilement. Est-ce que j'ai déjà montré ça? Oui, vous l'avez vu ça. Vous voulez que je le redémontre? Oui. Oui, toi, tu veux que je le redémontre. Alors je le redémontre, attends, où est-ce que je vais mettre ça dans le tableau? Je vais mettre un peu d'algèbre de Boole ici, parce qu'on n'a pas beaucoup. C'est plutôt des prédicats. Alors voilà, si vous avez x2 égale x, hein, le truc mathématique, tous les élèves demandent, et d'où vous sortez ça? Alors bon, il y a deux façons de répondre. Soit on a un peu réfléchi à ce que c'est que l'algèbre, et si on a x2 égale x, ça veut dire qu'on peut mettre à la place de x n'importe quoi, donc on peut écrire n'importe quoi au carré est égal à cette même chose. Puis sinon, beaucoup de profs de maths, ils le savent parce que c'est dans les livres. Bon, alors ils ne l'ont pas inventé, mais en général, ils oublient de l'utiliser. C'est que ça, en général, c'est une prise de judo qui fout les étudiants, enfin, c'est plutôt les élèves de première qui sont en terminale, ils vont commencer justement déjà à devenir des polytechniciens, ça ira, ils ont un peu moins peur de tout ça, mais là, entre seconde et première, quand on fait un truc comme ça, on parle de x2 égale x, on est d'accord que x2 plus 1 égale x, au carré égale x plus 1, c'est x2 égale x. Seulement le problème, c'est qu'on dit, mais d'où vous sortez celui-là? Pourquoi vous l'appliquez à x plus 1 au lieu de l'appliquer à Tartampion, ou je sais pas quoi? Bon, bah, il se trouve que c'est le plus simple, parce que regardez, si je le développe, ça fait x2 plus 2x plus 1, qui est égal à x plus 1. Vous voyez? Et là, j'applique une deuxième, ça c'est l'axiome, je l'applique une deuxième fois et ça fait que x2 c'est égal à x, donc c'est égal à x plus 2x plus 1, égale x plus 1. Ben, si vous retirez x des deux côtés et 1 des deux côtés, hein, x2 égale x2 plus 2x plus 1 égale x plus 1. Bon, alors ça fait quoi? Ben, vous allez voir que vous allez enlever ça et ça. Ça et ça, ici vous avez 0, donc vous allez bien démontrer que 2x égale 0. C'est ce que j'ai cherché à démontrer ici. 2x égale 0. Vous avez là la démonstration en combien de lignes? 1, 2, 3, 4. En 4 lignes, à partir de l'axiome de Boole, vous pouvez démontrer que tous les produits par 2 donneront 0. Ça veut dire que multiplié par 4, ça va donner 0 aussi. Multiplié par n'importe quel nombre de paires, ça va donner 0. Donc, l'algèbre de Boole, c'est une algèbre de caractéristique 2 dans laquelle il n'y a pas de 2. C'est pour ça qu'il n'y a que 0. Parce que s'il n'y a pas 2, il n'y a pas 3 non plus, puisque 3 c'est 2 plus 1, donc le 3 ça va être 1. Ça vous catastrophe pas trop. C'est quand même ça l'algèbre de Boole, non? S'il n'y a que 0, 1. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 2 termes seulement.
Parce qu'au carré, ça fait 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. À la puissance 3, en volume, ça va faire 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Vous en avez 8. Hein, vous passez de 2, 4, 8. Donc l'algèbre de Boole, elle est de caractéristique 2. Et la logique modifiée, c'est une logique qui est donc qui est construite d'une manière linéaire sur une algèbre qui a comme nombre d'éléments 2 puissance n. C'est indiqué là. C'est indiqué ici. Ça, c'est 2 puissance n. Et vous avez donc une infinité d'éléments. Si vous allez, si vous ne mettez pas de limite au nombre n de la puissance, c'est-à-dire de la dimension de l'espace. Mais en général, nous, on va pas dépasser, dans les problèmes de Lacan, on fait des nœuds logiques, on ne va pas dépasser la 2 puissance 3. Déjà, quand on aura 8 éléments, on sera content. Mais toute l'algèbre de Lacan que vous voyez dans les séminaires, au moment, par exemple, de la logique, mais là, bien avant, dans l'angoisse, par exemple, quand il écrit la division du sujet, un grand A et grand S, c'est de cette logique-là dont il est question, c'est cette logique de Boole qui est généralisée. Où est la première occurrence dans les écrits concernant cette algèbre, cette mathématique? Ça se trouve dans la chose freudienne. Ce que je suis en train de vous raconter, on comprend rien à tout ce que fait Lacan, parce qu'il ne le dit pas explicitement, mais il l'a dit avant. Il ne le dit pas au moment où il s'en sert. Ça se trouve dans la chose freudienne, dans les écrits, c'est page 429. Ça s'appelle l'action analytique, ça s'appelle. C'est un paragraphe qui commence comme ça, l'action analytique. C'est pourquoi nous enseignons qu'il n'y a pas seulement dans la situation analytique 2 sujets présents, mais 2 sujets pourvus chacun de 2 objets qui sont le moi et l'autre. Cet autre ayant l'indice d'un petit a initial. Donc vous voyez là, il introduit le petit a. Il a introduit sujet, l'autre, le moi et le petit autre. Bon. Or, en raison des singularités d'une mathématique dialectique, avec laquelle il faudra se familiariser. Voilà, c'est cette mathématique-là dont je suis en train de vous parler. Vous voyez ? Et avec ça, vous allez pouvoir subvertir la logique classique, de telle manière que vous allez avoir enfin un objet pour pouvoir réfléchir à ce qui se passe quand vous écrivez en logique, dans cette logique modifiée, et qu'il y a un accident qui peut se produire, qui s'appelle destitution subjective, parce qu'au carrefour d'une écriture logique, avec cette caractéristique 2, vous avez des choses que vous écrivez de plus en plus compliquées, puis à un moment donné, pof, ça s'annule, ça devient 0. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'oubli des rêves. La logique modifiée, c'est dans l'écriture, je ne dis pas que c'est dans la parole, je dis que c'est dans l'écriture. C'est une construction littérale. Il déconne, Milner, quand il ne veut pas qu'on dise que les maths c'est littéral. C'est littéral autant que la littérature. C'est de la littérature, mais c'est un type de lecture et d'écriture qui passe au de l'alphabet de la langue. Et moi, je vous dis qu'il s'agit de se diriger vers la lecture du chinois, de l'hébreu. Regardez les paranoïaques antisémites. Qu'est-ce qu'ils ne supportent pas? C'est que l'hébreu, ça s'écrit sans voyelle. Alors, il faut être dans le coup des incorporels pour arriver à lire un texte en hébreu. Puisqu'on peut y mettre... Alors, bon, je sais bien que dans l'histoire, on a introduit des petits points pour essayer de fixer un peu le texte, mais l'hébreu, si vous vous intéressez au Talmud, vous voyez bien que le jeu, il consiste à le lire de toutes les manières possibles et imaginables. Et on est en plein dans les Moravies de Freud, puisque Lacan dit quelle est cette graine de Moravie qui a germé avec Freud. Donc vous voyez bien que vous avez là une explication de l'antisémitisme, et la preuve que, moi à mon avis, c'est la preuve que la paranoïa existe depuis l'époque biblique, pour que la construction biblique ait pris le soin de construire cette machine infernale pour les Juifs, qui sont le peuple qui va être dans la diaspora persécuté parce qu'on ne supporte pas qu'ils lisent pas comme les autres. Moi je tiens que la paranoïa, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est les crimes de masse, c'est les crimes paranoïaques de masse. Il y a eu un certain nombre de massacres dans l'histoire, je ne sais pas, mais je ne vais pas m'occuper de savoir si les Espagnols, quand ils arrivent en Amérique du Sud, ils sont paranoïaques ou pas. Peut-être qu'ils sont pas mal quand même paranoïaques, parce qu'ils ont quand même massacré pas mal de mecs, pas mal de monde. Pour l'or, on peut expliquer ça en disant il y a l'or, ça fait briller les yeux, c'est formidable, mais je pense que la paranoïa y est aussi pour quelque chose,
Quand on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un peuple, quand un peuple est étranger, il y a une façon paranoïaque de résoudre le problème, c'est de le détruire. Moi je vous dis, la définition du crime paranoïaque, c'est détruire le symbolique dans le corps de la victime. Je me mets au défi d'expliquer la violence du crime paranoïaque d'une autre manière. Surtout que je viens de voir, par exemple, à Buenos Aires, un film qui a été fait par un jeune argentin, chilien argentin, avec une mère de la place de Mai, une dame qui a perdu sa fille pendant un processus militaire, qui est disparue. Et elle est juive et elle était en Italie dans les années 30. Elle a été chassée d'Italie, où elle a été chassée de l'école où elle se trouvait. Et cette dame, elle avait un grand-père qui, lui, d'Italie, a été déporté à Auschwitz et mort à Auschwitz. Donc elle se trouve entre deux générations. Et l'inquiétude des gens qui ont fait ce film, ils se demandaient si ce n'était pas exagéré de faire un rapprochement entre Auschwitz et les criminels argentins, les militaires de Videla, qui ont fait disparaître des milliers de personnes, en les torturant et en les faisant disparaître. En les jetant vivants d'avions, les drogués, pour qu'ils s'explosent sur l'eau, c'est incroyable. Donc, ils ont ce doute, parce que la dame, après le film consiste elle fait un voyage, et le cinéaste a filmé le voyage qu'elle fait en Italie pour retrouver une vieille amie qu'elle a connue quand elle était enfant, et qui elle-même a été déportée à Auschwitz, mais qui est revenue. Bon, alors, c'est très charmant, elle parle. La dame, l'amie, elle est d'origine russe, c'est une princesse, c'est une vieille dame, qui est une princesse absolument incroyable. Et donc, elle, la dame argentine, maintenant, elle a un père, son père a été déporté. Et non, son grand-père a été déporté. Et l'autre dame, elle a été déportée avec son père. Donc elles font le voyage Buenos Aires, Milan, et puis là, ensuite elles prennent le train pour Auschwitz et ils filment tout ça. Et ils discutent pendant le film. Bien sûr, ils parlent de tout ça. Ils témoignent à Buenos Aires. Et après le film, elle est venue, elle a parlé, et les quelques mots qu'elle a dit, c'est ça. Elle a dit, ils sont inquiets, ils se demandent, mais est-ce qu'on peut vraiment rapprocher les deux phénomènes de massacre qui sont d'ampleur différente, mais qui sont des massacres. Et moi, je réponds oui. Elles ont raison de faire le voyage et de rapprocher les deux. Parce qu'il s'agit de la même chose. Vous voyez, dans le film sur les mères de mai, qu'est-ce que dit un militaire à une des mères? Elle est en train de parler de sa fille qui est disparue, la dame, et le militaire, il est assis à un bureau. Elle lui parle mais alors qu'est-ce qui se passe? Où sont les enfants? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Lui, il ouvre son tiroir et il met son revolver sur la table pour intimider la dame. Et alors qu'est-ce qu'il lui explique? Il lui explique, il dit, mais ce sont des bêtes sauvages. Vous voyez encore ce thème de la nature, ça sert à tout la nature, hein, aux religions comme à la science. Un modèle d'adaptation du sujet, de la science, la nature. Redoutable. Donc la psychanalyse, c'est le seul discours qui parle du sujet, du symbolique, qui est tout à fait spécifié. Et qu'est-ce qui se passe? Le militaire, il dit à l'âme, ce sont des bêtes sauvages. C'est comme ce qu'on dit actuellement des jeunes musulmans dans les prisons. Je trouve que c'est vraiment des pauvres enfants qui sont complètement azimutés de se retrouver à aller se faire exploser au Moyen-Orient. Mais écoutez, c'est des crimes paranoïaques, tout ça, ça relève de ce type de crime. Et qu'est-ce que dit le militaire? Il dit, ce sont des bêtes sauvages, dans les prisons, ils font de la propagande pour continuer la lutte. Donc il n'y a qu'une seule façon de s'en débarrasser, c'est de les tuer. Vous voyez, c'est dans le corps, ils veulent atteindre le discours, ils veulent qu'un discours s'interrompe. C'est toujours ce genre d'argument, et on continue, même ici, à dire ça, que dans les prisons, si on les arrête et on les met en prison, les mecs qui reviennent, ils vont s'auto-organiser en prison et ils vont faire de la propagande. Donc, on ne peut pas éviter la causalité. Vous voyez, il faut parler de la cause. Il ne faut pas essayer d'arranger les choses à la manière pragmatique. Hein. Moi, je retiens cette formule de Lacan, il n'y a pas de violence sans tact. Et ça, c'est écrit il a écrit ça dans Subversion du sujet, dialectique du désir. Oui. Sur ce que vous dites, j'aurais une question peut-être un peu large ou un peu hors de propos. Posez-la déjà. Qu'est-ce que la psychanalyse a à répondre à pourquoi la folie? Pourquoi la paranoïa? Pourquoi la phobie?
Pourquoi la folie? La folie et la paranoïa, c'est deux choses différentes. Oui, pourquoi la... Non, mais il faut définir les choses. La folie, c'est défini par Lacan dans Propos sur la causalité psychique. Causalité de la folie, c'est la méconnaissance. Le mot d'ordre de la folie, c'est la méconnaissance. Donc vous avez des fous névrosés, des fous pervers, des fous psychotiques et des fous psychanalystes. Hein? Donc les quatre formules du symptôme peuvent donner lieu, les quatre formes du symptôme freudien, hein, c'est névrose, perversion, psychose et psychanalyse. Ça donne lieu, n'est-ce pas, si les sujets sont fous, il n'y a rien à faire parce que ça ne se guérit pas la folie. Aujourd'hui, on sait rendre les gens fous, mais on ne sait pas les arrêter. Et on ne saura jamais, puisque la folie, c'est la méconnaissance, donc c'est un refus de reconnaître. Comment vous pouvez convaincre quelqu'un de reconnaître s'il ne reconnaît pas? Pour que ce soit une vraie reconnaissance, il faut que ce soit lui qui le reconnaisse. Donc les fous, on peut leur dire seulement une chose, on leur dit ou vous vous faites casser la gueule parce qu'on ne vous laissera pas faire, ou bien vous arrêtez d'être fou. Moi je dis que c'est la seule façon, par exemple, de parler correctement à, par exemple, un anorexique ou un addict. Hein. Et ce sont des héros du désir, ils sont passionnés par la jouissance, mais ils sont fous, ils méconnaissent qu'ils sont responsables. Non, mais ma question... Attendez, je continue sur la folie. La réponse à la folie, c'est dans Hamlet. Shakespeare, c'est beaucoup mieux que les manuels pourris là, de psychologie, et même le traité de l'âme d'Aristote. C'est dans Hamlet, vous avez Hamlet qui dit à sa mère, dans sa chambre, le soir, il lui dit tu aimes bien que Claudius il vienne t'embrasser dans le cou, hein, et qu'il t'emmène sur le lit, et bon. Eh bien, dis-lui non ce soir, demain ce sera plus facile. Les fous, il faut leur apprendre qu'il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas... Moi je suis de l'avis, j'ai lu ça dans Lacan, hein, il le dit explicitement à plusieurs endroits, dans Intervention sur le transfert, dans le cas d'Aura, et dans Direction de la cure, dans le cas d'Aura et de l'homme au rat. Hein. Il explique que les entretiens préliminaires, il ne faut pas s'occuper d'abord du transfert, il y a un transfert primaire, mais il faut d'abord, au lieu d'allonger les gens, parler de la position du sujet vis-à-vis de la langue, du symbolique. Hein. Et quand on est d'accord, écrit Lacan, ça c'est Direction de la cure, quand on est d'accord qu'il ne s'agit pas d'une relation du moi au monde, hein, dans la psychanalyse, mais d'une relation du sujet à la langue, ou il dit au langage, hein, à ce moment-là, si on est d'accord là-dessus, on peut lui refuser un regard. Ça veut dire que c'est le moment où on peut allonger quelqu'un. Bon. Moi, vous savez, allonger les gens, je pense que ça fait partie du protocole analytique, mais c'est pas une urgence. Il faut absolument pas soutenir le désir d'analyse d'un fou. C'est pour ça qu'il y avait un quilombo énorme, enfin un bordel énorme dans le discours analytique qui est disqualifié. Pourquoi? Parce que les mecs, ils veulent avoir des analysants, ils sont prêts à faire des prises de judo. Moi, on a essayé de me faire ça, moi, vous vous rendez compte? Moi, j'ai dit au mec, non mais vous savez, j'ai appris des trucs avec Lacan, que c'est quelque chose pour moi, c'est pas négociable, c'est incomparable. Le mec, il pensait qu'il allait, parce qu'il était de la famille, il allait me mettre sur son divan. Qu'est-ce que c'est que ces fadas? Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent même pas ce que c'est que le transfert, rien. Alors, par contre, la psychose paranoïaque, votre question, elle est intéressante, parce que, effectivement, la réponse à la psychose paranoïaque de la psychanalyse, elle est très simple, mais c'est quelque chose qui, effectivement, non, si le sujet est fou et il ne veut pas s'y mettre, il ne le fera pas. Hein? C'est pas tu dois savoir, jamais la psychanalyse de Lacan, il ne dit pas tu dois savoir, Silicette, c'est le nom de sa revue là, à la fin. C'est tu peux savoir. Tu n'es pas obligé, hein, là où c'était, je dois devenir. Tu peux faire ce passage, tu peux passer, tu peux savoir lire, tu peux apprendre à lire si tu n'as pas appris. Si tu es resté coincé là comme ça au moment de l'incorporation, tu ne diges rien aux incorporels, et qu'ensuite ça ressort, ça rejaillit au moment où tu rencontres un nom du père qui était lui-même forclos et lisible. La forclusion, c'est la forclusion de la lisibilité. Hein? Moi, je ne parle pas de symbolisation, je dis de lisibilité. Lire, c'est quelque chose de difficile pour n'importe qui. Et c'est un exercice qui se pratique à partir du narcissisme. C'est-à-dire que le sujet, dans le narcissisme, il est particulièrement invité à apprendre à lire. C'est-à-dire à lire comme on lit une carte, vous voyez. On a le plan de la ville, vue d'avion, hein, vue extrinsèque, et on est quelque part dans ce plan, là où on est dans le territoire. Vous voyez.
Et on doit coordonner une vue extrinsèque avec une vue intrinsèque, comme dans les histoires de nœuds. Vous voyez? Et donc, on a beau connaître la structure interne du nœud, là je suis en train de vous mettre la structure interne du nœud logique au tableau, vous allez voir, c'est très intéressant de voir la difficulté qu'il y a à voir l'aspect intrinsèque et l'aspect extrinsèque du nœud. En logique, c'est déjà une façon d'apprendre à lire cette difficulté narcissique qui est de coordonner deux choses qui sont incohérentes entre elles. Donc il faut une métaphore, c'est par les incorporels, il faut un mot d'esprit, il faut quelque chose que ce soit savant, érudit ou vulgaire. Hein. Pour moi, le prototype de la lisibilité, c'est le fait qu'un type, on lui raconte une histoire et il rit. Après, il va le répéter. Donc c'est la seule transmission profane, et tous ces espèces de curés là qui nous parlent du père, parce qu'il y a le nom du père, du nom de baptême, le nom de baptême dans Kripke, c'est le sobriquet. Il dit que les logiciens l'appellent nom de baptême. Pourquoi cette référence religieuse? Le sobriquet, vous voyez bien que c'est un mot d'esprit. Vous parlez de quelqu'un dans un groupe que tout le monde connaît, et vous lui trouvez un sobriquet. Hein, vous l'appelez, je ne sais pas moi, lunettes ou moustache. Bon. Et tout le monde pige. Si le mot est bien trouvé, pof, tout le monde rigole, tout le monde se marre. Il se dit, oui, c'est pas mal trouvé, quoi. Ça s'appelle, c'est ça le mot d'esprit. Le mot d'esprit, c'est la seule transmission raisonnée et raisonnable qui fonctionne, parce que le sujet, malgré même le jugement qu'il peut avoir, il va rire. Et en général, quand un mot l'a fait rire, il va avoir du mal à se retenir d'aller le re-raconter à quelqu'un. Bon, mais il y a des sujets qui ne comprennent pas les mots d'esprit. Hein. Bon, moi, je veux pas les massacrer, mais qu'ils ne deviennent pas eux-mêmes des tueurs paranoïaques, c'est tout. La question que je pose, c'est comment reconquérir la lisibilité quand on ne sait pas lire. Et c'est ça la psychanalyse. Pour moi, la psychanalyse, elle concerne, c'est vraiment une tâche de civilisation, parce que il n'y a pas d'autre moyen, c'est très difficile de proposer à des sujets de reconquérir la lisibilité. Hein. En acte, ce n'est pas un savoir, ce n'est pas une vérité, la psychanalyse, c'est une pratique. Et une pratique dont nous souhaiterions que de cette pratique s'organise un lien social qui s'appelle discours. Hein. Et ça, Freud et Lacan n'ont pas fait. À l'heure actuelle, la question, et pour le futur, ce qui va venir, moi je ne verrai sans doute pas ça, mais ce sera le fait de se poser sérieusement la question, à partir d'une pratique, faire un lien social, avec des cartels, avec la passe, avec tout ce que vous voulez. Mais tous ces gens qui sont là à ne pas savoir de quoi il s'agit dans la psychanalyse et qui sont en train de s'agiter autour de la passe pour avoir à nous prouver quoi? Bon, ben, ils veulent nous prouver quoi? Ils n'ont pas besoin, on ne leur demande pas de nous prouver quoi que ce soit. N'importe qui a des patients est un analyste. À charge pour lui d'avoir fait le nécessaire pour occuper cette place. Et c'est ça que personne ne supporte. C'est pour ça qu'ils se sont précipités dans les couloirs ministériels pour participer à la législation des psychothérapies. Ils ont besoin d'avoir du sens. Ils ne savent pas lire, ils ont besoin d'avoir du sens, même dans la psychanalyse. Regardez, on traduit. Les traductions de Freud, c'est absolument incohérent en français. Alors, en anglais, en espagnol, c'est pareil. Lacan, si vous voyez ça traduit en espagnol, moi je vois ça, je fais des lectures de Lacan, des écrits à Buenos Aires, je lis et je commente Lacan en français, puis je déploie les paradigmes, quoi. Parce que Lacan, c'est plein de fleurs qu'il faut ouvrir comme ça, vous voyez, et puis pour expliquer à des gens qui vivent dans une autre langue que c'est intraduisible. C'est pas traduisible, puisque vous n'avez pas du tout les mêmes résonances incorporelles d'une langue dans une autre, non? Mais c'est quand même nécessaire pour... Comment voulez-vous lire Radiophonie ou L'étourdi? Plus ça avance, plus Lacan nous donne un texte magnifique, mais intraduisible. Et moi, je prétends que, au lieu de traduire, il faut pratiquer. Mais il faut pratiquer aussi bien l'écriture, ça c'est une pratique d'écriture, c'est pas une pratique de parole. Hein. Il s'agit de mathématiques et de logique mathématisée. Il faut voir comment ça se passe là, parce que là, on peut corriger son objet. Et ensuite, il faut étendre ça à la langue, hein, au discours parlé, pour essayer il s'agit de corriger l'objet, il ne s'agit pas de corriger le sujet, encore une fois. Donc, pourquoi? Ben je veux dire, effectivement, pour développer la littéralité jusque dans la parole. C'est le rapport de la langue et de l'écrit, de la langue parlée et de l'écrit qui est en jeu. Hein. Ce sont deux inerties. Lacan dit ça dans deux inerties, dit ça dans le séminaire Encore. Hein. Page 100 dans l'édition du Seuil. Page 100, Encore, vous allez voir, il dit la structure du langage, pour moi, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est le principe d'inertie.
Et si vous voulez savoir ce que c'est que le principe d'inertie, faites un petit exercice de mathématiques. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez découvrir? Ben justement, ce n'est pas la même inertie dans l'écrit que dans la parole. À chaque fois que vous reprenez le même exercice dans l'écriture, vous allez trouver des nouveaux aspects du problème, mais vous trouverez toujours la même solution. Si vous l'avez résolu une fois, vous trouverez la même solution la seconde fois ou la troisième fois. Vous pouvez l'oublier, même je vous conseille de l'oublier, de ne pas l'apprendre par cœur, de faire un exercice d'algèbre ou d'arithmétique ou de géométrie, et puis oubliez-le et retrouvez-le une autre fois. Vous allez repasser par d'autres chemins, d'accord? Mais vous allez trouver la même solution. Alors que dans la parole, vous n'arriverez jamais à dire deux fois la même chose. Enfin, il n'y a qu'à regarder même le travail des acteurs, quoi. Même les acteurs eux-mêmes qui pourtant sont des gens qui apprennent leur texte, qui tiennent leur texte, quand même, ils sont quand même bien amenés de temps en temps à modifier le texte. Et justement, l'art de l'acteur, c'est magnifique, c'est quelqu'un qui va modifier le texte sans que le public en éprouve un désagrément, même sans rendre compte. Bon. Donc, la parole et l'écriture, c'est deux choses différentes. Bon. Et là, nous sommes en plein dans l'écriture. Alors, je finis pour vous dire pourquoi ça, c'est la fonction psi uv de p. Parce que si vous mettez 1 à la place de P, vous allez avoir une fois V, ça va faire V, et P plus 1, ça va faire 1 plus 1 égale 0, donc 0 fois U. Donc ça fera que pour A, vous voyez, psi de 1, ça va être égal à V. Et psi de 0, 0 fois P, 0 fois V, ça va faire 0, et 0 plus 1, ça va faire 1, 1 qui multiplie U, ça va faire U. Donc ici, vous allez avoir U. 0 plus U. Ici, et en haut, vous aviez précédemment V plus 0. Bon. Donc vous avez bien ici quelque chose qui envoie 1 et 0 sur U, V, de telle manière que V, c'est la vérité, et U, c'est 0, c'est le faux. Bon. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que phi de P? C'est ce que j'ai écrit là-bas. Donc c'est quoi? En diagramme. Ça, maintenant, on va le mettre dans le diagramme. Voilà. Alors, je vous le mets dans le diagramme comme ça. Il s'agit donc de l'intersection de P avec V. P et V, on garde ça. Et de l'intersection de U avec non P, donc on garde ça. Donc voilà, il faut rayer tout ça. Là, vous avez P dans une nœud logique. Regardez qu'est-ce que vous allez découvrir de la logique, une chose que jamais personne n'a vue, comme dirait Coiré, qu'on n'avait jamais vu et jamais pensé. C'est comme un télescope pour Galilée. Vous vous apercevez que le vrai et le faux, dans le nœud logique, ils ont une intersection commune, et que c'est cohérent. Le 0 et le 1, parce que ici, vous n'avez pas d'intersection entre le faux et le vrai. Le faux, c'est tout ce qui est rayé, et vous voyez que vous avez P et non P, ils sont exclusifs l'un de l'autre. Tandis qu'ici, vous avez quelque chose qui est commun entre U et V, et vous allez voir que psi UV de non P, c'est égal à P plus 1, c'est égal à P plus 1 V, puisque c'est ça, non P, P plus 1 V, plus UP, parce que P plus 1, ça fait P. Bon. Et ça, c'est donc égal à P plus 1, voilà, bon, il suffit de l'écrire comme ça. C'est non P inter V et U inter P. Donc U inter P, c'est ça, et non P inter V, c'est ça. Donc on raye ici. Et tout ça, c'est aboli. Vous constatez que ce qui est commun au vrai et au faux, il y a une intersection entre le vrai et le faux, entre U et V, et ce qui est commun au vrai et au faux, c'est commun à P et à non P. Et que P et non P, ils changent juste, ils s'inversent comme dans le nœud classique, à l'intérieur du vrai et à l'intérieur du faux. Vous voyez, hop, ça s'inverse. Mais que l'affirmation de P, elle est négative dans le faux, et la négation de P, elle est affirmative dans le vrai.
Et à l'inverse, ici, c'est bien. Alors regardez, je vais vous montrer comment vous pouvez comparer le nœud logique avec sa version classique. Où se trouve la structure intrinsèque de la logique? Elle est là, à l'intérieur de V, mais en dehors de l'intersection avec U. Vous voyez que ici, dans cette lune nulle là, que je suis en train de colorer avec un bord orange, qu'est-ce que vous pouvez constater? C'est que là, vous avez bien la logique classique. Hein. À l'intérieur du vrai, si vous abolissez tout ce qu'on a ajouté, hein, c'est-à-dire un faux qui n'est pas 0, tout ce qui n'est pas 1, si vous l'ajoutez, si vous ne tenez pas compte de ce qu'on a ajouté, si vous regardez seulement ce qui est dans le vrai, dans le 1, vous identifiez 1 et vrai, vous avez ça, et ici vous avez ça. Ben, vous avez exactement le connecteur d'affirmation et de négation de la logique classique. Non? Vous voyez? Ici, qu'est-ce que c'est que le diagramme de P? Le diagramme de P, c'est que l'intérieur du rond P, c'est P, et l'extérieur, c'est aboli. Vous voyez, ici, c'est le cas. Bon, hein, vous avez ici, je mets une petite croix ici, vous avez une petite croix là. Bon. Et ici, vous avez la petite croix qui est au dehors, et bien ici, elle est dans le rond P. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est que le nœud logique? C'est bien quelque chose qui a une structure intrinsèque, qui est parfaitement un duplicate comme les nœuds topologiques, c'est comme la corde qui fait un rond, mais elle est plongée, elle est tordue d'une certaine façon. Donc vous avez ici la logique classique qui est tordue de quelle manière? Elle est tordue dans l'espace qui est un espace plus vaste, un espace de plongement, un endroit où on dispose les éléments de la logique classique, mais on les dispose dans un endroit où on va avoir une analyse plus fine. En quoi ça concerne les rêves et la psychanalyse? Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand vous vous réveillez le matin et que vous oubliez vos rêves, si vous vous souvenez d'un rêve le matin en vous réveillant, vous savez bien, vous avez fait l'expérience, vous dites « Oh, je ne vais pas l'écrire parce que je m'en souviens, mais je ne vais pas l'écrire, je m'en souviendrai. Si j'ai le temps cet après-midi, je vais peut-être le lire, je vais peut-être l'analyser, enfin faire des associations, je vais lire mon rêve. » 1 heure, 2 heures après, vous avez oublié le rêve. Pourquoi? Parce que quand vous vous réveillez, vous rentrez dans un discours, et encore plus chez les Occidentaux que nous sommes, vous rentrez dans un discours de plus en plus impérialiste qui ne connaît que ça, qui abolit tout ce qui n'est pas ça, le nœud trivial. Et donc votre rêve, il a besoin d'une syntaxe pour être raconté, pour que vous en souveniez. Vous voyez, c'est une théorie de la mémoire, ce que je suis en train de vous dire, à propos des nœuds. Hein. Et là, je vous conseille de lire Bergson, Matière et mémoire, parce que vous verrez que c'est le seul, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres, mais à ma connaissance, Lacan le dit dans sa thèse, il critique Bergson, mais il dit on ne peut pas parler de la mémoire sans lire Bergson, Matière et mémoire. Et qu'est-ce qu'il dit Bergson dans Matière et mémoire? Il dit on ne peut pas parler de la mémoire sans le témoignage du sujet. Donc, il est vitaliste, hein, Bergson, c'est pas Deleuze, il est bergsonien parce que Deleuze est plus vitaliste que Bergson. Hein. Et Bergson, il n'est pas complètement crétin. Il reconnaît que vous pouvez étudier tous les neurones que vous voulez, tous les synapses, toutes les connexions que vous voulez, pour une mémoire d'un sujet qui est sujet du symbolique, c'est-à-dire de la langue. Hein. Si vous voulez parler sérieusement de la mémoire, vous ne pouvez pas en parler sans le témoignage du sujet. Hein. C'est une indication forte. Et vous voyez que les rêves, quand vous vous réveillez, il y a toute une partie de la syntaxe qui est trivialisée. Alors tout de suite, vous n'avez plus. Pourquoi? Il suffit que vous soyez réveillé et que vous preniez une bonne douche et un café. Si vous rencontrez quelques sujets, ils vous assènent quelques assertions. Hein, il fait beau, ça suffit. Bon, et ben vous êtes dans la logique classique, parce qu'on parle, les énoncés parlés, c'est des assertions. C'est 1, c'est toujours V, vous voyez, et c'est même V sans U, la fonction phallique. La fonction phallique, l'impératif de la parole. L'énonciation, hein, la loi de la parole. Bon, Lacan nous dit que c'est ce que rencontre Moïse en descendant du Sinaï. Il entend une rumeur, il nous dit c'est la loi de la parole. Lui, il descend avec des lois écrites que lui a dictées Dieu, parce que Dieu, hein, n'oubliez pas, il ne sait pas écrire. Hein. Donc c'est Moïse qui a dû les graver dans les lois en question. Et c'est les lois de la parole, nous dit Lacan. Hein. Donc vous voyez, c'est très intéressant parce que Freud, ça peut vous donner l'idée que Freud, avec son style magnifique en allemand, là je suis d'accord que Freud c'est beaucoup de la langue, de la littéralité, de la langue allemande, mais qu'il déforme justement.
Mais il invente avec la cure analytique un procédé pour retourner dans ce lieu qui s'appelle l'autre scène, l'inconscient, hein, sans dormir. Pourquoi il y a de l'inconscient? Parce qu'il y a des sujets qui peuvent raconter leurs rêves au moment où ils se réveillent. Et il y a donc ces rêves, c'est des messages qui arrivent comme ça, c'est des textes qui viennent de cette autre scène qui est structurée par une autre logique, par une autre syntaxe, dont il faut étudier pour chacun la pratique. C'est pas un savoir. Vous voyez, moi je fais pas des analogies avec ça, je prétends pas du tout. Mais je dis que dans l'écriture, ça, étudier la logique modifiée à côté de la logique classique, c'est formateur. Ça me permet à moi, si vous voulez, d'être épaté par le fait que ça s'efface. Alors j'ai fait même 2 expériences d'effacement majeur. C'est dans 2 textes qui sont dans ma page, qui s'appellent L'amour du tout aujourd'hui. J'ai écrit la loi de la vérité de Tarski en logique modifiée, et le fait de l'écrire l'efface. Alors ça c'est intéressant, comme notion. Et j'ai fait ensuite l'anti-assimilation, parce que les logiciens appellent ça assimilation. L'assimilation c'est Tarski et la vérité, et l'anti-assimilation c'est que hein, la neige est blanche est vraie, c'est pas la neige est blanche. Et bien aussi ça s'efface. Bon. Qu'est-ce qui se passe dans cet effacement? C'est l'abolition. Je vous propose même une définition des principes de la pensée, puisque c'est un truc de philosophie. Là, Heidegger en parle, d'ailleurs il en parle pas mal dans son texte, les principes de la pensée. C'est dans les cahiers de Lerne, hein, sur Heidegger, ça. C'est un petit texte de Heidegger sur le principe de la pensée. Hein. Là, le nazi, il est pas mal parce que, pour une fois, il écrit des trucs pas cons. Il parle de phi. Vous voyez, il parle de cette fonction phi. Il parle de la question du sujet et de la loi de la parole. Il parle de phi de jeu égale jeu. Là, vous trouvez bien la fonction identique I de x égale x. C'est la fonction phallique. Pourquoi? Parce que c'est la fonction de la vérité. C'est la fonction de la parole. Qu'est-ce que c'est la vérité pour Tarski? C'est la neige est blanche est vraie si et seulement si la neige est blanche. Vous voyez? La neige est blanche est vraie, prédicat de vérité, si et seulement si la neige est blanche. La neige est verte est vraie si et seulement si la neige est verte. Donc vous voyez que le prédicat de vérité, la fonction phallique, ça marche même quand l'énoncé est faux. Dire que quelque chose de faux est vrai, hein, c'est égal à dire cette chose parce que c'est faux. Il faut le dire. Donc vous avez là une raison pour laquelle les enfants ne sont pas complètement infondés à dire que leur mère a un phallus. Parce que vous voyez, qu'est-ce qu'ils disent? Quand on le voit, hein, il est là le phallus, la fonction de vérité, la fonction identique, ça s'appelle. Quand il est là, il n'est pas là, et quand il n'est pas là, il est là quand même. Quand on s'y dit, ma petite sœur, elle a un fait pipi, il est tout petit, mais quand elle va grandir, il va devenir plus grand, vous voyez. Les enfants, ils font des complications énormes pour arriver, avant de découvrir la castration, pour établir que la fonction phallique, elle est omniprésente. Et nous, on oublie que c'est quelque chose qui se produit avant le narcissisme, avant, dans cette zone pré-génitale, dit Lacan, pas pré-oedipienne. Pré-oedipien, c'est impensable, dit Lacan. Ça, c'est dans les écrits. Hein. J'ai expliqué ça l'année dernière, en juin, au séminaire de un élève. Il n'a rien compris, le pauvre garçon. Il a dit que je n'avais rien apporté de nouveau parce que j'ai utilisé un schéma que j'utilise depuis des années, là, du pliage du schéma de Freud pour expliquer ce truc-là. Donc il a dit que je répétais la même chose, donc il n'a pas écouté ce que je racontais. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis la page où vous allez trouver cette difficulté majeure de la clinique analytique, qui fait que tous les escrocs là, se précipitent là-dessus pour nous faire croire qu'ils sont cliniciens, vous allez voir. C'est juste après le schéma R. Vous vous souvenez dans les écrits de Lacan, le schéma R, hein? Bon. Vous savez, moi j'ai pris le schéma de Freud, la lettre 52, je l'ai plié, déplié. Qu'est-ce qu'il dit Lacan tout de suite après ce schéma R? On va conclure comme ça ce soir. Il dit la chose suivante, il écrit la chose suivante. Ce schéma, en effet, permet de démontrer les relations qui se rapportent non pas au stade pré-oedipien, qui ne sont pas bien entendu inexistants, c'est ce que je vous dis, hein, trauma et incorporation, mais analytiquement impensables. Parenthèse, comme l'œuvre trébuchante mais guidée de Madame Mélanie Klein le met suffisamment en évidence. Hein. Guidée parce qu'elle est freudienne, hein, mais trébuchante. Bon.
Mais au stade prégénitaux, il dit, hein, qui ne sont pas bien entendu inexistants, mais analytiquement impensables, mais au stade prégénitaux en tant qu'ils s'ordonnent dans la rétroaction de l'Oedipe. Se réordonner dans la rétroaction de l'Oedipe, c'est une escroquerie de prétendre trouver la cause de la psychose en ayant observé quoi que ce soit dans la cure. Ça ne s'observe pas. Ça se reconstruit logiquement, rétroactivement à partir de l'Oedipe. Les mecs qui voudraient soigner les psychotiques, ils peuvent aller se faire voir parce que n'importe quelle analyse, c'est un traitement de la psychose. Hein, c'est pas seulement le traitement possible, c'est-à-dire celui qui pourrait ne pas avoir lieu, c'est le traitement contingent de la psychose. Le traitement contingent de la psychose, c'est la psychanalyse. C'est en analysant névrose et perversion que le sujet est invité à reconquérir la lecture, hein, et à construire justement un objet qui n'est pas un savoir, qui n'est pas une vérité, qui est comme l'objet transitionnel. Hein, il est pris dans l'éclatement, objet répulsif de la phobie, attractif de la perversion, dans l'éclatement du désir dans le corps, à partir du moment de l'incorporation. Vous avez quoi? Vous avez des enfants qui fabriquent cet objet qui n'est pas une synthèse, qui est un objet bien construit. Hein, c'est un objet transitionnel. Ça veut dire quoi? Il est répulsif, répugnant même, et attractif en même temps. Hein, et faire rentrer ça, hein, à l'âge adulte dans son existence, construire ce type d'objet, je vous dis, c'est comme une boussole, ça vous permet d'apprendre à lire. Bon. Donc la psychanalyse, c'est une pratique de cette tâche analysante qui consiste à ensuite être mordu par ça et à continuer à faire ça toute sa vie. On va arrêter parce que ça va être peur, mais moi je vous dis tout de suite, regardez comment je lis Freud. Freud, il ne se pose pas la question qu'est-ce que c'est l'analyse finie, l'analyse infinie. Hein, l'analyse unendliche Analyse. Qu'est-ce qui est problématique pour Freud? C'est qu'en allemand, unendlich, c'est pas une Gegensinn. Unheimlich, c'est une Gegensinn. Hein, on a mal traduit en français. On l'a traduit par inquiétante étrangeté. Non, unheimlich, c'est l'inquiétante familiarité. Et Freud recopie une page entière de dictionnaire, même peut-être 2, pour bien montrer que c'est de la langue allemande, unheimlich. Bon. Mais en allemand, unheimlich, ça ne marche pas, c'est pas une Gegensinn. Donc il est confronté au fait qu'il cherche à expliquer comment on pourrait construire cette logique de l'unheimlich qui serait une Gegensinn. C'est-à-dire, c'est un problème de négation, vous voyez. C'est un problème de négation qui est constructible ici et qui n'est pas constructible là. C'est la Gegensinn que comment il s'appelle, Benveniste a reproché à Freud, parce qu'il le reprochait à Abel, hein. Donc Milner, il faut reconnaître qu'il a bien rétabli les faits. Hein, il dit bien qu'il se trompe, Benveniste. Hein. Et Lacan le reprend aussi dans différents discours, par exemple en Italie en 67, et il dit, regardez la langue arabe, elle est bourrée, c'est une cataracte de Gegensinn, par exemple. Bon, moi je parle pas arabe. Hein. Non mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez comment on peut lire Freud, les mecs ils pensent qu'ils vont recopier, ils vont copier, ils vont apprendre par cœur. Non, Freud c'est quelqu'un qui est, lui, je ne sais pas, prenez d'autres exemples, dans les titres de Freud, vous avez ce très beau titre qui s'appelle Remémoration, Répétition, Perlaboration. Lacan, dans son séminaire, qu'est-ce qu'il fait remarquer? C'est que répétition en allemand, c'est beaucoup